nous accueillons une célèbre biographe, romancière au style littéraire reconnu, auteure d'essais historiques renommés. Elle a écrit près de 40 ouvrages. On faisait le décompte tout à l'heure, je crois qu'on est à 38 ou 39. Qui ne connaît son livre sur les grandes heures de la chouannerie ou le dernier plus récent, Histoire générale de la chouannerie, sorti en 2016? Ou alors ses célèbres biographies sur Martin de Tours, Catherine Labouré, ou plus récemment Jérôme le Jeune, ou bien encore Clotilde, Saint Grégoire le Grand et bien d'autres. Deux seulement ont eu droit à deux ouvrages, Clotilde et Charette. Le premier, Charette, est sorti en 2000, Monsieur de Charette, le roi de la Vendée, et en 2005, Charette, paru aux éditions Perrin. Anne Bernet était venue en Vendée il y a 13 ans environ, invitée par les Amis de la Chavoterie, mais ce n'était pas ici même à la Chavoterie, c'était à Chantenay. Je crois que votre dernière visite doit remonter à 1994. Donc vous voyez qu'on vous attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, Anne Bernet nous propose de revivre une période de la vie du général Charette qui est presque jamais abordée. La période de la paix, de cette longue guerre de Vendée entre les pourparlers du traité de la Genève jusqu'à la reprise des armes en juin 1795. Nous allons découvrir cette facette méconnue d'un Charette pacificateur. Merci de lui réserver votre meilleur accueil. Nous accueillons maintenant, avec joie et honneur, Anne Bernet. Tout le monde m'entend. Oui. D'abord, un grand merci pour cette invitation. Je suis toujours très heureuse de me retrouver en Vendée, d'être ici, à la Chavoterie, pour évoquer un personnage pour lequel j'ai toujours eu une affection particulière, Charette. Et je suis heureuse de voir que vous êtes venus si nombreux pour évoquer une période de sa vie qui est souvent contestée, mal comprise, moins exaltante, il faut bien le dire, que tout le reste. C'est cette pacification de 1795, ce traité de la journée, sur lequel on a dit tant de choses sans jamais pouvoir les prouver. Ça fait partie de ces aléas de l'histoire. Mais nous allons essayer de faire le point sur ces événements. Alors, si je suis trop longue, il faudra quand même me faire signe, parce qu'une fois je suis lancée, quelquefois je suis difficile à arrêter. En mai 1794, paradoxalement, les Vendéens, sur le terrain, ont pratiquement gagné la guerre. Paradoxalement, oui. Car le 23 décembre 1793, après la bataille de Savenay, si la République et la Convention avaient su s'arrêter à temps, si elles avaient su proposer la paix, eh bien la guerre de Vendée se terminait dans les marais de Savenay. Les survivants ne demandaient que la paix et la tranquillité. Vous le savez, la République choisit le parti contraire. Le 17 janvier 1794, elle a lâché sur la Vendée les colonnes infernales de Turot. Vous en savez aussi bien que moi le déroulement, le résultat, et qu'au mois de mai 1794, eh bien, loin d'avoir achevé la Vendée, les colonnes infernales l'ont pratiquement ressuscité. Ressuscité parce que ces gens à bout de force qui ne demandaient que la paix, face à la terreur d'État, eh bien, vont se lever et vont se battre. Et ils vont faire reculer les colonnes infernales, d'autant que, par une conséquence on ne peut plus normale de ce genre de pratique, ces colonnes infernales de troupes militaires qu'elles étaient au mois de janvier 1994 sont devenues
au fil des semaines, à force de piller, violer, assassiner, une bande de vauriens sans foi ni loi dont on ne peut plus rien tirer sur le plan militaire. En mai 1794, l'échec de la stratégie de Turreau est patent. Les dénonciations de sa politique, de sa stratégie commencent à affluer à Paris. Et surtout, et c'est le plus grave, on le soupçonne, en raison de ses liens avec Hébert, qui a été guillotiné au mois de mars, on le soupçonne d'avoir participé à un complot contre le pouvoir et d'avoir eu la volonté d'affamer Paris, brûlant la Vendée. Affamer Paris, car l'essentiel des bêtes de boucherie du marché parisien venait de l'Ouest. Ce massacre systématique menace à terme d'affamer Paris. Et pas seulement Paris. La terreur a obtenu ce résultat extravagant que tout l'Ouest, des deux côtés de la Loire, tout l'Ouest est sous les armes, que les Bleus ont dû se réfugier dans les villes, qu'ils y sont quasiment prisonniers, qu'ils ne tiennent plus du tout les campagnes, et faute de tenir les campagnes, eh bien, ils n'ont plus de ravitaillement. Comme dit la chanson de Charette, vous crèverez dans vos villes, maudits bateaux, comme les chenilles, les pattes en haut. Le 17 mai 1794, Turreau est relevé de ses fonctions. Je rappelle, mais vous vous en souvenez certainement, que lorsqu'il avait présenté ses plans de destruction à la Convention, on lui avait répondu « Tes intentions nous semblent pures et tes projets honnêtes. » Cependant, en cette fin de printemps, ce début d'été 1794, la situation est cataclysmique dans l'Ouest pour la République. La République a besoin d'éteindre la guerre civile. Elle en a d'autant plus besoin que la situation aux frontières s'est grandement améliorée. L'Espagne, les Pays-Bas, la Prusse envisagent de traiter avec la République, par conséquent de la reconnaître, et à l'instant où ces traités de paix seront signés, et c'est une affaire de mois, eh bien, l'on disposera de troupes fraîches et bien entraînées pour les envoyer dans l'Ouest, écraser une fois pour toutes ces rebelles impénitents. Mais l'on n'en est pas encore là. Ce temps, il faut le gagner. Et pour le gagner, il faut amener les Blancs à la table des négociations. Le 29 juin 1794, le général Vimeux, qui a remplacé Turreau, affiche dans tout l'Ouest une proclamation invitant les insurgés à rendre les armes, à livrer les chefs et à se fier à la générosité de la République. Étonnez-vous du refus unanime des campagnes blanches, aussi bien en Vendée que dans le Maine ou en Bretagne. La générosité de la République, cela fait trop longtemps que les gars la voient à l'œuvre. Comme l'écrira M. de Couëtu en réponse à Vimeux, vous nous engagez à rentrer dans nos foyers. Où les prendrions-nous? Vous avez incendié nos maisons, égorgé nos femmes et nos enfants, et vous voudriez maintenant avoir nos récoltes et nos armes. Vivre et mourir pour notre religion et notre roi, voilà notre devise. Prenez-la pour constante. Vimeux, d'ailleurs, s'est avancé en proposant cette paix pour bancal qu'elle nous apparaisse. Il est immédiatement désavoué par le comité de salut public, qui écrit que les scélérats qui ont ainsi déchiré le sein de leur patrie reçoivent enfin le prix de leur forfait. On aurait pu croire qu'il l'avait déjà reçu. Vimeux est relevé de ses fonctions et remplacé par Huchet. Huchet, c'est l'un des généraux qui servaient sous Turreau, c'est l'un des responsables des colonnes infernales. Il revient en Vendée, la guerre reprend, et une fois de plus, elle tourne mal pour la République en ce début d'été.
L'ennemi est partout, il est insaisissable, il paraît avoir des ressources incalculables. Car de temps à autre, les Bleus mettent la main sur des caches royalistes et ils restent stupéfaits de l'abondance de vivres, de munitions et d'armes dans ce pays que l'on croyait réduit à rien. Un homme incarne à lui seul cette résistance invraisemblable, c'est Charette. Charette, vous le savez, dans les premiers mois de l'insurrection, tout au long de 93, est resté un peu en retrait. Il ne s'est guère mêlé aux actions de l'armée catholique et royale. Il était sans cesse en bisbille avec les autres généraux. Il n'a pas passé la Loire. Et c'est précisément lorsque le reste de l'armée catholique et royale disparaît d'outre-Loire que Charette entre dans la légende, et il y entre de manière stupéfiante en ce mois de janvier 1794, après la chute de Noirmoutier, alors qu'encerclé d'Amboin, il s'échappe dans des conditions invraisemblables en passant par les marais, et dans la même journée, alors qu'on le croyait acculé, réussit par 3 fois à écraser les troupes républicaines jetées à sa poursuite. L'homme devient une légende, encore grandie par son principal adversaire du moment, Axon, qui a suffisamment le sens de la propagande pour savoir que l'on se grandit en grandissant l'adversaire. Charette est partout, Charette est insaisissable, Charette est dangereux, Charette est victorieux, Charette fait peur. Il faut en finir avec Charette. Si lui rendait les armes, l'Ouest se soumettrait. Nous sommes au mois de juillet 1794. Le 27 à Paris, Robespierre tombe. Lui, abattu, on va pouvoir envisager de changer de politique. Avec une hypocrisie rare, les conventionnels survivants, les tombeurs de Robespierre, vont prétendre la main sur le cœur qu'ils découvrent avec stupéfaction les crimes commis en Vendée. Ils vont feindre le dégoût et l'horreur. Et ils vont envoyer en Vendée un homme incontestablement propre, Alexandre Dumas. Nous parlons évidemment du père du romancier, le général Alexandre Dumas, un homme brave, un homme droit, un homme qui a toujours fait la guerre proprement. Il était jusque-là à l'armée des Pyrénées. Pour vous donner un exemple du caractère du général Dumas, les conventionnels aux armées avaient voulu envoyer à l'échafaud un certain nombre de paysans basques coupables d'avoir caché les statues et les objets du culte de leurs églises. Le général Dumas va trouver un moyen expéditif de régler le problème. Il va récupérer les bois de justice et il va les brûler. On ne pourra pas guillotiner ces pauvres paysans basques. Lorsque Dumas va avoir sous les yeux les ordres donnés par Turreau à ses subalternes, il a ce cri du cœur: j'eus 100 fois préféré me brûler la cervelle qu'obéir à cela. C'est exact. Dumas ne veut pas faire la guerre de cette façon. Et d'ailleurs, comment la fait-il? De quoi a-t-il hérité, le malheureux? Qu'est-ce que l'armée de l'Ouest en cet été 94? Des morts? Les Blancs se sont bien battus. Des blessés, des malades, des déserteurs et des troupes qui figurent sur le papier et qui ne sont jamais arrivées à destination. Quant à ceux qui restent, sur ces 20 000 potentiels que le général Dumas est censé commander, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, ce ne sont plus que des pillards, des violeurs, des voleurs, des assassins et des canailles. C'est avec ça que l'on voudrait que Dumas finisse la guerre, et surtout, parce qu'à Nantes, on est en train de mourir de faim, qu'il parvienne à s'emparer des récoltes. Car, malgré tout,
On a réussi à ensemencer les champs de Vendée et les moissons levées. La récolte approche. C'est à ce moment-là que Charette va oser attaquer le camp des Sorinières aux portes de Nantes. Ces camps où les républicains ont fini par se cantonner, car je vous le disais, ils ne tiennent plus les campagnes. Et c'est lors de la prise des Sorinières que Charette va mettre la main sur le dispositif, les plans du dispositif républicain, et découvrir que les belles propositions de paix qu'on a faites jusque-là avaient pour seul but de permettre aux armées républicaines de circuler dans les campagnes et de s'emparer des récoltes. Il y a de quoi échauder les plus pacifiques. En octobre 1794, il s'installe à Belleville, il rétablit ce qu'on appelle sa cour. C'est l'époque également où Dumas, absolument écœuré, démissionne, remplacé par un autre officier de carrière, le général de Grandclos, officier d'Ancien Régime, qui s'est pourtant tristement illustré l'année précédente en Bretagne, lorsque pour écraser le soulèvement du Finistère à Saint-Paul-de-Léon, il a fait tirer sur la foule, massacrant des femmes et des enfants. À ce moment-là, d'un point de vue stratégique, je vous le disais tout à l'heure, il semblerait bien que la Vendée en général et Charette en particulier, sur le terrain, ait gagné la guerre. Les Thermidoriens le savent, ils réclament à corps et à cri une pacification de l'Ouest. Le 2 décembre 1794, dans tous les départements, est proclamée une amnistie qui n'a strictement aucun succès. On se méfie, on a peut-être de bonnes raisons pour cela. À cette époque, et depuis des mois déjà, Charette est totalement coupée du monde. À notre époque d'hypercommunication, on a du mal à imaginer ce que cela signifie. Mais c'est depuis le mois de décembre de l'année précédente, depuis pratiquement un an, Charette n'a plus aucun contact avec tout ce qui est au-delà du territoire qu'il contrôle. Il est dans une ignorance totale de ce qui se passe à l'extérieur, aussi bien à Paris qu'en Angleterre ou ailleurs. Il est, vous le savez, brouillé avec Stofflet depuis la tragique affaire de l'exécution de M. de Marigny. Il n'a aucun moyen de savoir où l'on en est exactement. Et voilà que le 26 décembre 1794 arrive à Belleville un curieux équipage, tout à fait inattendu. De ces voitures descendent deux dames. L'une va se jeter au cou de Charette, c'est sa sœur aînée, Marianne, dont il était sans nouvelles depuis pratiquement 18 mois, qu'il a même à un moment cru morte. L'autre est une personne extrêmement intéressante, c'est Madame Gagné-Chambon de l'Épinay, veuve d'un planteur de Saint-Domingue, échappée à la révolte des esclaves, réfugiée à Nantes, sauvée de justesse des prisons et des noyades de Carrier par le courage et le dévouement d'une de ses anciennes esclaves, Honorine, qui a réussi à faire sortir sa maîtresse de prison. Mais le plus intéressant est que Madame Gagné est également, depuis qu'elle est sortie de prison, l'une des indicatrices de Charette à Nantes. Il y aurait une étude passionnante à faire qui n'a pas été suffisamment entreprise sur ces réseaux civils, ces réseaux clandestins dans les villes de l'Ouest, un peu partout, de ces gens, souvent ces femmes, qui, au péril de leur vie, se sont acharnés pendant toute la terreur et bien après pour récupérer un maximum de renseignements d'ordre militaire et les faire passer aux insurgés. Madame Gagné est une de ceux-là. Elle ne s'est pas contentée tout ce temps-là d'envoyer des renseignements en les faisant passer par des courriers, il en reste quelques-uns. Non, elle les portait elle-même au camp de Charette. C'est une femme qui n'a peur de rien
On raconte que dans les passages les plus difficiles, l'hiver, lorsque la terre est bien boueuse, bien glissante, les gars disaient à Madame Gagné, on ne va pas lui donner la main pour l'aider à passer, ce serait lui faire offense. Que viennent faire là Mademoiselle de Charette et Madame Gagné? Pourquoi sont-elles accompagnées d'un ancien magistrat au Parlement de Bretagne, M. Bureau de la Batardière, et du neveu de celui-ci, le capitaine Bertrand Gélin, qui ose débarquer au camp de Charette en uniforme bleu? Eh bien, le capitaine Bertrand Gélin est là pour négocier la paix avec Charette. Et Mademoiselle de Charette et Madame Gagné de Chambon ne sont là que pour lui ouvrir la porte de Belleville. Elles expliquent qu'elles sont envoyées par le conventionnel Ruel qui cherche à voir Charette. Ruel est envoyé de la Thermidorienne. C'est un politicien, mais tout ce que cela comprend. Madame Garnier a eu l'audace de s'installer à Nantes dans un endroit qui à l'époque est littéralement réputé maudit. C'est l'hôtel de la Villestreux, quelques mois plus tôt. Carrier s'était installé, où il organisait ses parties fines et ses débauches. Qui voudrait dormir dans le lit de Carrier? Bien, Madame Garnier a osé se jeter dans la gueule du loup, quasiment. Et après Carrier, ce sont les députés en mission qui sont passés chez elle et qu'elle a reçus et qui ont trouvé cette jeune veuve si charmante, si belle, si séduisante, et ces trois petites filles tellement délicieuses. Il faut imaginer ces messieurs qui caressent affectueusement la tête des petites Garnier, alors qu'à la même époque, à travers toute la Vendée, ils font massacrer d'autres petites filles tout aussi délicieuses. Madame Gagné a très bien réussi à entrer dans les bonnes grâces de ces messieurs. Ça lui a permis de donner à Charette beaucoup de renseignements intéressants. Jusqu'au moment où, au mois de décembre, elle a entendu soupirer abondamment. Ah, si seulement nous avions un moyen d'approcher Charette. Ah, si seulement. Et c'est là, comprenant l'ouverture qui se présente, qu'elle dit, mais moi je sais comment faire. Voyez-vous, cette personne que vous avez vue 10 fois chez moi, je vous ai dit que c'était ma cuisinière. Ce n'est pas ma cuisinière, c'est Mademoiselle de Charette. Et voilà comment Ruel, qui devait peut-être un peu se douter de la chose, a réussi à entrer en contact avec Belleville. Mais me direz-vous, quel est l'intérêt pour Charette, ce mois de décembre 1794, de traiter avec la République? Eh bien, tout simplement parce que ça lui permettrait de gagner lui aussi du temps, le temps qui permettrait au prince, attendu depuis si longtemps, de venir enfin. Et Charette sait qu'un débarquement se prépare. Ce débarquement aura lieu à Quiberon, vous le savez, mais Charette, lui, ne le sait pas. Il espère qu'il aura lieu à la Tranche. Donc, ce ne peut pas être avant la fin du printemps ou du début de l'été. 6 mois de gagner, alors que les munitions commencent à manquer, pour lui aussi, c'est intéressant. Voilà la raison pour laquelle il ne va pas immédiatement repousser les propositions de paix du député Ruel. Très vite, avant même la fin du mois de décembre, il envoie à Nantes 2 observateurs, messieurs de Bruck et de Béjary. L'un est un ancien officier de M. de Sapineau, l'autre de Stofflet. Cela suffit à comprendre que dans cette histoire, rien n'est aussi improvisé qu'on voulait nous faire croire. Début janvier 1795, nous sommes dans une sorte de paix tacite. Blancs et bleus circulent sans se faire tirer dessus. Nous assistons même à un début de fraternisation. Les paysans vendéens commencent à retourner à Nantes et à achalander le marché. Ils déambulent dans les rues de Nantes, Cocarde Blanche et Sacré-Cœur,
en évidence et l'on n'ose trop rien leur dire. Que voulez-vous dire à des gens qui vous apportent des poulets, des lapins et du beurre? Mais comment cela va-t-il évoluer? Eh bien, Charette va faire des propositions. Vous me parlez de paix, mais moi je pose mes conditions. Lesquelles? Il va commencer par demander une amnistie générale pour tous les insurgés, chefs compris. Vous vous souvenez que 6 mois plus tôt, on avait dit qu'il faudrait livrer les chefs. Il va demander également que l'on accorde cette amnistie aux prêtres réfractaires et aux émigrés rentrés, qui, comme vous le savez, tombent tous sous le coup de la loi et sont passibles de la peine de mort. Bien entendu, on va lui répondre non. Pourquoi? Eh bien, au nom de ce mythe de révolutionnaire qui court depuis 1790, c'est les premières résistances à la Révolution. C'est le fameux complot clérico-nobiliaire selon lequel les prêtres et les nobles et les femmes, n'oublions pas les femmes parce qu'elles sont sottes, les prêtres, les femmes et les nobles se seraient mis d'accord pour faire tomber la République. Donc, à partir du moment où on parle de gracier les prêtres réfractaires et les nobles, on peut penser que les tractations ne peuvent pas aboutir, et Charette, qui le sait, a peut-être posé d'emblée des conditions impossibles. De leur côté, les républicains posent les leurs de conditions, ils réclament la soumission pure et simple des Vendéens. Il est bien entendu que là aussi, c'est inacceptable. Nous sommes dans une affaire de symboles de part et d'autre. Ruel, qui est un politicien, va alors essayer de jouer les officiers vendéens les uns contre les autres. Il va essayer de faire chanter l'un des principaux lieutenants de Charette, René de Coëtus. Depuis 1 an, les 2 filles de M. de Coëtus, Céleste et Sophie, prises avec leur mère à Moins en janvier 1794, sont retenues en prison à Nantes. Elles sont même les seules survivantes. Toutes les autres femmes prises à Moins en janvier 1994 ont été exécutées depuis longtemps. Mais Céleste et Sophie n'avaient pas 16 ans, on les a épargnées. On va donc essayer de faire chanter le père. S'il accepte, lui, les négociations, on lui rend ses filles. On a déjà commencé par sortir les 2 demoiselles de Coëtus de leur prison, et on leur a expliqué ce qu'on attendait d'elles, amener leur père à récipiscence. Sophie de Coëtus se retourne vers Ruel et lui dit « Pas un mot de plus, ramenez-nous tout de suite en prison ». Ruel va tout de même avoir l'élégance de libérer les 2 jeunes filles et de les renvoyer à leur père, dans l'espoir que ce geste de bonne volonté portera des fruits. Faut-il ou non négocier? L'abbé Remaud, l'aumônier de Charette et son commissaire aux vivres, n'est pas contre la trêve. Comme il le lui dit, cela nous permettrait de refaire nos réserves et nos forces, la guerre entraînant toujours force dissipation. Le 7 janvier 1795, l'on reparle de cette amnistie. Charette en fait une condition sine qua non. Il réclame des réparations économiques, des dommages causés aux agriculteurs par les colonnes infernales, des dommages et intérêts colossaux. D'ailleurs, nous parlons de près de 20 millions. Mais les réparations matérielles ne sauraient réparer le mal fait ces derniers mois, ni ressusciter les morts. Cela ne saurait suffire. Pourtant, il faut amener Charette à la table des négociations. Dès que les républicains ont l'occasion de parler avec les insurgés d'où qu'ils viennent, c'est partout le même refrain. Nous autres, on fera tout ce que M. Charette voudra. Même les Bretons, même les Méniots en disent autant. Et eux ne manquent ni de ressources en armes, ni de ressources en munitions, car ils tiennent en partie les côtes et les Anglais leur livrent de la poudre et des armes.
Comment? Avec quoi séduire ou acheter Monsieur de Charette? Voilà la grande question qui se pose dans les milieux républicains en cet hiver 1795. Quel peut bien être le rêve secret ou la faiblesse cachée de cet homme-là? Ruel se rend en urgence à Paris afin de voir auprès de la thermidorienne jusqu'où va sa marge de manœuvre et jusqu'à quel point on couvrira ses initiatives. Il semble qu'à la Convention, on soit prêt à couvrir beaucoup de choses à la condition qu'aucune trace écrite des promesses faites ne puisse être retrouvée. Alors nous touchons là à tout ce qui sera le drame de la pacification de 1795. Ces consignes ayant été observées à la lettre, aucune trace écrite des négociations dites secrètes n'ayant été conservées, la République aura beau jeu de nier les clauses secrètes, les clauses non écrites du traité de la Journée. Mais sauf à supposer que M. de Charette ait été un imbécile, il ne l'était pas, il faut bien admettre que ces clauses ont existé et qu'il en a été la dupe. Une première rencontre a lieu le 12 février 1795 aux portes de Nantes, au lieu-dit le Lion d'Or. Si les négociations se déroulent bien, elles se poursuivront au manoir voisin de la Journée. Charette s'est présenté à la tête d'un détachement de 300 hommes, accompagné d'une partie de son état-major, de M. de Sapineau, M. de Fleuriot, son oncle, qui fut brièvement généralissime de l'armée catholique et royale, de messieurs de Bruck et de Desjarry. Ni Stofflet ni l'abbé Bernier ne sont présents à ces premières négociations, ils n'ont pas voulu venir, ce qui permet à Charette d'apparaître comme le seul représentant officiel de la Vendée insurgée. D'emblée, il va poser une question qui lui a été soufflée par l'un des anciens magistrats du Parlement de Bretagne. C'est un certain nombre dans son entourage. C'est une question de juriste. On va soulever un point de droit, essentiel d'ailleurs. Est-on là pour parler de l'amnistie telle qu'elle a été promulguée le 2 décembre, ou pour envisager la négociation d'un véritable traité? Dans le premier cas, si l'on en restait aux conditions du 2 décembre, les Blancs se poseraient en situation de demandeurs. Par contre, si nous parlons bien d'un traité, eh bien, il parle d'égaux à égaux avec les autorités républicaines, et c'est une véritable victoire morale, puisqu'il serait, c'est bien pourquoi d'ailleurs la chose ne leur semble ni scandaleuse ni impossible, dans la même situation que presque 100 ans plus tôt l'étaient les Camisards, lorsque Louis XIV n'a pas éprouvé de gêne à traiter avec les chefs insurgés des Cévennes. Ce point de droit, les républicains, pour beaucoup d'entre eux sont juristes, le saisissent immédiatement et ils esquivent. Le député du Maine-et-Loire, Delaunay, répond que l'on parlera de pacification, terme neutre qui ne gênera personne. C'est alors que Charette fait entrer les commissaires aux négociations, les commissaires royalistes aux négociations, messieurs de Baudry-Dasson et Auvinet, et les abbés Rebaud et Jagot. La vue de ces deux prêtres en soutane, tous deux réfractaires, plonge immédiatement les républicains dans le mécontentement. Ils comprennent, eux qui haïssent systématiquement les prêtres catholiques réfractaires, qu'ils n'obtiendront rien s'ils ont affaire à ce qu'ils appellent des calotins fanatiques.
émissaires royalistes vont alors sortir une liste interminable de demandes exorbitantes, pas moins de 22, et je vais quand même vous les lire, parce que vous comprendrez exactement ce que Charette ose demander. Liberté pleine et entière du culte catholique. Retour des prêtres assermentés dans leur paroisse. Indemnité pour les biens spoliés du clergé. Droit pour les insurgés de conserver et porter leurs armes. Exemption du service militaire pour tous les jeunes gens du territoire insurgé. Interdiction aux complices de Carrier et Robespierre, c'est-à-dire à peu près tout républicain, de fouler le sol vendéen. Restitution des biens d'immigrés. Fin des saisies des biens d'immigrés. Indemnité pour l'intégralité des biens détruits par les colonnes infernales. Aide substantielle à la reconstruction. Suppression sur le territoire insurgé de tous les impôts pour une durée de 10 ans. Reconnaissance et remboursement des assignats émis par les royalistes. Réduction de la Vendée militaire à un seul très grand département, où toutes les nominations des autorités locales et nationales seront faites par les officiers royalistes. Suppression officielle des mots district et municipalité, qui rappellent de mauvais souvenirs. Maintien de troupes sous les ordres des généraux royalistes, afin de pouvoir maintenir l'ordre sur le territoire, ce que les républicains n'auront absolument pas le droit de faire. Dispense d'arborer les 3 couleurs sur le territoire insurgé. Retrait de toutes les troupes républicaines qui auront seulement le droit de transiter après avoir déposé les itinéraires prévus à travers le territoire insurgé et de ne pas y séjourner plus de 2 jours d'affilée. En échange, tout de même, en échange de quoi, les convois de denrées pourront circuler librement et les paysans bateaux seront autorisés à rentrer chez eux. Vous imaginez la tête des commissaires républicains lorsque M. Auvinet a vu qu'on finit de dire cela. Pour résumer, les juristes royalistes exigent purement et simplement la reconnaissance de l'autonomie du territoire insurgé, de fait soustrait au pouvoir de la République. Et tout cela, c'est le plus beau de l'affaire, aux frais de la dite République, qui paiera pour soustraire une partie du territoire national à son autorité. C'est oui tout de suite, ou les pourparlers s'arrêtent là. Vous vous doutez, cela jette un léger froid. De leur côté, les Bleus n'avaient qu'une seule exigence à présenter, on ne leur a même pas laissé le temps d'ailleurs, c'est la reconnaissance de la nouvelle forme de gouvernement. Traduisez la reconnaissance de la République. C'est évidemment inenvisageable et ils le savent très bien. Comme l'a dit au mois de décembre un des plénipotentiaires envoyé par Charette, M. Lipéra, auquel on faisait remarquer que tous les souverains d'Europe s'y étaient résolus, peut-être bien que oui, mais c'est que ces gens-là ne sont point vendéens. Normalement, après une pareille entrée en matière, il n'y a plus qu'à se séparer et reprendre la guerre. Il est évident que personne ne va céder ni d'un côté ni de l'autre. Pourtant, le lendemain 13 février, les négociations reprennent. C'est là que surgit un personnage, j'ai presque envie de dire, de comédie, le pseudo-baron de Cormatin. Je dis pseudo car ce monsieur s'appelle en réalité Pierre Desoteux. Il a effectivement épousé une demoiselle de Cormatin, dont il a usurpé le nom, celui de sa belle famille. C'est un officier qui a d'ailleurs honorablement servi pendant la guerre d'indépendance américaine, qui est passé en émigration et qui en est rentré un peu imprudemment parce qu'il a appris, il avait largement dissipé la fortune de sa belle famille, parce qu'il vient d'apprendre que sa femme avait l'intention de demander le divorce. Nous sommes en plein dans le marié blanc de... Monsieur Desoteux est rentré et il a débarqué en Bretagne.
il a découvert qu'en Bretagne, on chouinait, on se battait, et qu'il ne faisait pas bon être un émigré rentré. Il est tombé sur M. Puiset, qui justement partait en Angleterre et qui avait besoin d'un intérimaire pour occuper sa place. Alors me direz-vous, M. Puiset n'avait-il pas des officiers en Bretagne pour le remplacer? Si, d'excellents même. C'était bien là que le bas blessait. Si M. de Puiset avait laissé la place à M. de Boishardy ou à un autre de ses officiers, braves et compétents, il risquait fort à son retour d'Angleterre de la trouver occupée de manière définitive. Il a donc cherché comme intérimaire quelqu'un qui ne connaissait ni la Bretagne, ni le terrain, ni la chouannerie, ni quoi que ce soit. Mais il est tombé sur ce pauvre Cormatin qui venait de débarquer et qui, au bout de 15 jours, absolument dégoûté du métier qu'on prétendait lui faire faire, n'a plus eu qu'une envie, c'est négocier la paix. Cela tombait bien, puisque justement, la proposition du 2 décembre pouvait aboutir à la paix et que Hoche avait déjà entamé des tractations par l'intermédiaire du général Imbert. En ce mois de février, Cormatin a déjà prouvé aux Chouans de Bretagne et du Maine son peu de légitimité, son peu d'influence. Et c'est justement parce qu'il a besoin de se donner de l'importance qu'il a obtenu d'être envoyé comme observateur pour parler de la journée. Il a le toupet de se présenter, ce qui n'est absolument pas le cas, comme le représentant officiel de l'ensemble des chouanneries, et d'affirmer que l'ensemble des chouans de Bretagne et du Maine réclament la pacification. C'est absolument faux. De tout cela, d'ailleurs, il s'en remet à Charette, disant qu'il fera comme M. de Charette voudra. Ce 14 février, on finit tout de même par se mettre d'accord sur l'idée que l'on pourrait aboutir à un traité. C'est une victoire morale extraordinaire pour les royalistes. Cela signifie qu'ils ont obligé les républicains à négocier avec eux de puissance à puissance. Mais ils ont perdu de vue que c'était une façon implicite de reconnaître le nouveau régime. Cela, beaucoup d'officiers vendéens présents le comprennent et en sont totalement décontenancés. C'est ce soir du 14 février que surgit un des officiers angevins de l'état-major de Stofflet, Poirier de Beauvais, dont vous connaissez certainement les mémoires, extrêmement partiaux d'ailleurs, et Poirier de Beauvais, qui est là pour faire capoter les négociations, crie au scandale et dit que tout cela n'a aucune légitimité car Stofflet n'a pas été invité. Stofflet a été invité, il n'a pas voulu venir. Puis Poirier hurle que l'on a reconnu d'emblée la République, la preuve en étant que tous les documents déjà rédigés le sont sur un papier à en tête de la République française, une et indivisible. Puis il met en évidence le fait que seuls les Bleus ont intérêt à traiter. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il va de soi qu'on ne va pas crier sur la place publique que l'on attend un débarquement sur les côtes de l'Ouest à la fin du printemps. L'intervention de Poirier de Beauvais a semé un certain trouble dans les rangs royalistes. Beaucoup de personnes se demandent à quoi joue Charette. Il demande que l'on fasse venir Stofflet. Charette refuse, dit que la poursuite des pourparlers doit avoir lieu. Les négociations se poursuivent en effet, mais cette fois à huis clos. Charette est seul avec les officiers républicains. Officiellement, les offres dont il sera porteur à la fin de la journée se bornent à la liberté du culte. 18 mois plus tôt, cela aurait paru généreux. En ce mois de février 1795, suffisant. Le surlendemain, 16 février, les Bleus cèdent sur la constitution d'une garde territoriale rétribuée par l'État pour maintenir l'ordre sur les territoires insurgés. Ils acceptent de rembourser 2 millions d'assignats tirés par les royalistes, de verser 18 millions au titre de la reconstruction et de restituer les biens confisqués aux insurgés. Charette renchérit, il exige le retour des conscrits de la levée en mars de mars 93 et le retour immédiat des prêtres assermentés, les bons prêtres, dans leur paroisse. Les Bleus
ça semble invraisemblable, paraissent prêts à céder sur tout. Ils demandent simplement que le culte catholique ne soit pas accompagné de manifestations publiques. Ils refusent encore la restitution des biens des migrés et exigent toujours la reconnaissance préalable de la République. À ce moment-là, certains officiers royalistes pensent que Charette a trahi. Il se fait insulter à la fin de la conférence, prendra parti, certains s'en vont en claquant la porte en l'accusant de trahir. Il ne dit mot quand on connaît le personnage. Cela doit lui coûter épouvantablement de se faire insulter publiquement de la sorte sans répondre. À ceux qui l'entourent, il dit de manière sibylline « Je ne puis vous dévoiler les motifs qui m'engagent à faire la paix, mais vous devez avoir assez de confiance en moi pour croire qu'ils sont purs, honorables et tels enfin qu'ils doivent être. Ayant donné ma parole aux représentants du peuple, je ne puis partir sans avoir signé ce traité. J'espère que vous le signerez avec moi. » Mettons-nous à la place de ces officiers auxquels Charette ne dit rien de ces motifs qui l'engagent à faire la paix, purs et honorables, certes, mais lesquels sont-ils? Il ne veut pas le dire. Il se contentera de dire à son oncle, M. de Fleuriot, qui ce soir-là, dans sa chambre, le presse de questions, « Si vous saviez ce que l'on m'a promis. » Mais que lui a-t-on promis? Toute la question est là. Tout le fond du traité de la journée et ses conséquences de ses suites. Qu'a-t-on promis à M. de Charette? Vous souvenez-vous, Ruel est monté à Paris avec cette question de savoir ce qu'il pouvait promettre, ce qu'il pouvait tenir. Avec quoi pouvait-on appâter cet homme indomptable? Que lui a-t-on promis? Sans aucun doute, la libération de Louis XVII, de sa sœur. La paix religieuse, certes, mais également le roi et Madame Royale. Louis XVII, nous savons aujourd'hui qu'il est toujours en vie. On a longtemps pensé que l'enfant du Temple avait peut-être été substitué. Aujourd'hui, il semble que les tests ADN ne laissent plus qu'une place au doute. Le malheureux enfant qu'on a enfermé dans la tour du Temple est bien Louis XVII. Il est dans un état absolument pitoyable. Au même moment, à la Mabilé, aux négociations organisées avec les Chouans de Bretagne, un jeune officier tout juste débarqué qui n'a pas encore fait parler de lui, le marquis de Frotté, prendra bientôt la Normandie. Le marquis de Frotté demandera comme une grâce aux représentants du peuple de lui permettre d'aller s'enfermer avec l'enfant du Temple pour prendre soin de lui. Et l'un des conventionnels présents, plus honnête, lui dira « Monsieur, vous vous sacrifieriez en vain pour un pauvre enfant abruti et malade qui n'a plus 3 mois à vivre. » Effectivement, Louis XVII, miné par la tuberculose osseuse qui avait déjà tué son frère aîné, Louis XVII ne survivra pas jusqu'à l'été suivant. Cela, un conventionnel honnête l'a dit à M. Frotté, mais personne ne va le dire à Charette. Tout ce dont il se souvient, c'est du petit garçon de 7 ans qu'il a aperçu le 10 août 1792 pendant qu'il défendait les Tuileries. Ce petit garçon terrifié, accroché à la main de sa mère, ce petit garçon pour lequel il se bat depuis 18 mois. Et il lui semble que sortir cet enfant, qui est son roi, de la prison du Temple, cela mérite tous les sacrifices, même celui apparent de son honneur, même de se faire cracher à la figure par des gens qui le prennent
pour un traître. Charette, qui a un tel sens de l'honneur, est prêt à mettre dans la balance ce qu'il a de plus précieux. Et cela, ce qu'il ne peut pas savoir, c'est qu'il est victime d'une manipulation absolument honteuse, d'un chantage au sentiment, d'une promesse de dupe. Ruel et les autres ont parfaitement compris quelque chose qui sera le drame des officiers royalistes. C'est que les uns et les autres vivent dans deux mondes absolument différents. Charette et les autres officiers royalistes vivent dans le monde de l'Ancien Régime, un monde où la parole donnée était intangible, où on n'avait pas besoin de torchon de papier, parce qu'un officier ou un gentilhomme qui donnait sa parole, elle était donnée une fois pour toutes, il se serait déshonoré en se parjurant. Ruel et ses amis vivent dans un monde où le parjure, l'honneur, tout cela sont des mots qui ne veulent plus rien dire. Ces gens-là ne croient définitivement plus en rien. Ils peuvent faire toutes les promesses du monde, ils ne les tiendront jamais. Nous en aurons une autre illustration tragique dans quelques mois à Quiberon, lorsque le colonel de Sombreuil acceptera de se rendre en se fiant à la parole de Hoche, parole que Hoche s'empressera de reprendre. On ne restituera jamais Louis XVII aux royalistes. Ruel peut mentir, il peut laisser entendre qu'à la Thermidorienne, une majorité de députés sont en faveur d'une restauration. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que ces messieurs, qui vont bientôt dissoudre l'Assemblée, préparent des élections, ces messieurs ont assuré leur réélection. C'est le jeu politicien. 300 d'entre eux sont régicides. Jusqu'à nouvel ordre, en droit français, dans le droit de l'Ancien Régime, un régicide est passible non seulement de la peine de mort, mais de l'écartèlement. Souvenez-vous non seulement de Ravaillac, mais de Damien, mais ce n'est pas si loin que ça. Et figurez-vous qu'aucun de ces messieurs n'a envie de finir écartelé. Dieu, c'est pas très agréable. On ne relâchera jamais Louis XVII parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une restauration. Et d'ailleurs, que relâcherait-on? Ce malheureux enfant abruti et mourant qui n'a pas 3 mois à vivre, et ils le savent. On peut promettre que Louis XVII sera mort avant qu'on puisse le rendre à ses partisans. Et quand bien même il ne mourrait pas, on ne le rendrait pas, le symbole serait trop fort. Charette n'a rien vu de cette duplicité. Ajoutez à cela que quelques jours plus tôt, il a appris une nouvelle qui l'a certainement beaucoup plus atteint qu'il y paraît, c'est la mort de son fils. Son petit garçon de 4 ans qui n'a pas survécu aux privations ou au froid qui régnait à Nantes cet hiver-là. Et la mort de son fils a certainement contribué chez Charette à éprouver un sentiment de pitié encore plus ravageant qu'avant en faveur du petit Louis XVII, et à être prêt à tout pour sauver au moins cet enfant-là. Alors me direz-vous, quel pauvre dupe, quel naïf. Naïf, oh oui, sûrement, mais admirable, de loyauté, d'abnégation. Car en acceptant d'en passer par les conditions républicaines, de paraître reconnaître la République uniquement pour tirer Louis XVII de la prison du Temple, il a tout sacrifié, même l'honneur, parce que qu'est-ce que l'honneur d'un pauvre petit gentilhomme comme lui en face de la vie et de la liberté du roi de France. Charette a tout sacrifié, et jamais il n'a été aussi grandiose qu'à cet instant-là, jamais il n'a été aussi noble.
Si quelqu'un est à blâmer dans cette histoire de dupe, ce n'est pas lui pour sa naïveté, ce sont ceux d'en face qui s'en sont servis. Il ne peut pas le dire, il ne peut rien m'expliquer. Ces officiers, M. de Béjary et les autres craignent qu'il soit en train de permettre aux Bleus, pendant qu'ils négocient, de rassembler toutes leurs forces pour aller écraser Stofflet et l'Anjou, et que Charette en porte la responsabilité. Ils demandent un temps de réflexion supplémentaire. Ruel le refuse, sous prétexte qu'à Nantes, la fête de la pacification est déjà prête. Et l'on va la signer, cette pacification de la journée. On va la signer le 16 février, une pacification selon les termes sincères et garantis par l'honneur. Nous déclarons solennellement, disent les officiers royalistes, nous soumettre à la République française. Nous reconnaissons ses lois et prenons l'engagement formel de n'y porter aucune atteinte et de ne jamais porter les armes contre la République. En échange, la liberté du culte, pratiquée paisiblement et intérieurement, est accordée. L'amnistie pour tous les insurgés, chefs compris, l'exemption de la conscription, les indemnités pour relever les ruines, le remboursement des bons royaux, la garde territoriale de 2000 hommes et la levée du séquestre sur les biens d'immigrés. Mais il y a ce préalable. Nous reconnaissons la République française. Nous déclarons solennellement nous soumettre à ses lois. C'est un coup de tonnerre proprement invraisemblable. Charette a-t-il eu tort? L'après-midi même, après avoir signé, il rencontre Jean-Baptiste de Canclos. Il va vers lui, il l'a connu avant la Révolution. Il va vers lui, main tendue. Canclos fait un bond en arrière comme s'il avait croisé un lépreux. Et il s'écrie « Ai-je affaire à un vrai républicain ?» Ruel se précipite. « Mais oui, il s'est réconcilié avec la République. » Ces messieurs échangent une poignée de main contrainte. Charette quitte la salle en proie à un véritable malaise. Il vient de comprendre que c'est pour parler, ces négociations secrètes qu'il a conclues avec les seuls politiciens. Canclos et les militaires en ont été tenus à l'écart. Ils ne savent rien des négociations secrètes. Et dès cet instant, Charette commence à s'inquiéter de ce qu'il a fait. Il va regagner Belleville en hâte, afin d'expliquer à ses officiers les raisons de ce traité. Il arrive à Belleville, tous, même ses plus proches, même ses Amazones, semblent soit consternés, soit furieux. Il les réunit. Croyez-vous vraiment, messieurs, que je sois depuis hier devenu républicain? Croyez que je n'ai fait la paix que pour les considérations importantes. J'ai des vues. Vous les approuveriez si vous les connaissiez. Vous voyez comment il est. Ces vues qu'ils approuveraient s'ils les connaissaient, eh bien, il ne les leur expose pas, il ne leur donne pas les raisons pour lesquelles il a signé la paix. Il ne parle pas de la libération de Louis XVII. Le même soir, il invite ses gars à regagner leur village. Il les renvoie. Se rend-il compte que ce faisant, il donne l'impression que la paix est durable et que ces hommes qui s'en vont, il sera très difficile de les faire revenir une fois qu'ils auront goûté à nouveau à la paix? Oui, sans doute. Mais là encore, ce rêve éveillé, ce songe de la libération de Louis XVII l'emporte sur tout le reste. Le 17 février, Stofflet se rend à son tour à la Jaunée. Sa présence va énormément rassurer ceux qui n'ont pas encore signé et qui hésitaient. Ils pourront toujours dire qu'ils ont fait comme lui, soit qu'ils signent, soit qu'ils ne signent pas.
La réunion va se traîner jusqu'au 21. Stofflet va demander une suspension d'armes de 3 mois, sous prétexte de réfléchir. On va la lui refuser, bien entendu. L'abbé Bernier va lui suggérer de signer, mais sans reconnaître la République, ce qui mettrait évidemment Charette dans une position intenable. Bien entendu, on ne va pas accorder cela à Stofflet. Le 22, il s'en va. Le 25 février, Charette est de retour à la journée. Il a fini par confier son secret à l'abbé Rebaud et à l'abbé Jagot, qui l'ont approuvé. Il les a autorisés à se rendre à Montlévrier pour expliquer à Stofflet les causes secrètes. C'est le moment de l'entrée triomphale à Nantes. On lui propose le panache et les insignes tricolores, il les refuse, bien entendu. Il garde le panache blanc, son chapeau, et l'insigne représentant le crucifix avec cette mention « Vous qui vous plaignez, considérez mes souffrances ». Tout l'état-major de Charette est avec lui pour cette entrée à Nantes, excepté Hyacinthe de la Robrie qui a refusé de se prêter à cette comédie. Les musiques militaires jouent un air de circonstance. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Les rues sont noires de monde. Les gens sont venus voir passer le fameux Charette. L'on entend des cris séditieux de « Vive le roi »,« Vive Charette », beaucoup moins de « Vive la République ». L'ambiance est un peu contrainte et elle va l'être bien davantage encore lorsque, par un malheureux oubli, on s'aperçoit que l'on a fait passer le cortège triomphal par la place du Bouffay. Cette place du Bouffay, quelques mois auparavant, se trouvait la guillotine. Cet échafaud sur lequel la plupart des officiers qui sont là ont vu périr l'un ou l'autre de leurs proches. Monsieur de Couétus, dont la femme est morte sur l'échafaud nantais quelques mois plus tôt, éclate en sanglots. Les officiers républicains se rendent compte trop tard qu'ils ont commis une erreur irréparable. Le fossé entre les deux France, la blanche et la bleue, semble une fois de plus impossible à combler. Charette, à l'emplacement de l'échafaud, se découvre un ample signe de croix. Silence de plus en plus gêné. C'est alors que le général Beaupuy, ancien officier de Mayence, l'un des très rares, très honnêtes hommes de la République, de l'armée républicaine, sauve la situation en se découvrant à son tour et en saluant solennellement les morts du camp d'en face, ce qui va obliger l'intégralité des autorités républicaines présentes à l'imiter. Pendant une minute de silence, l'on peut presque croire à un miracle. Est-ce que, dans le remords du passé de ces crimes, les Français pourraient enfin se réconcilier? Quoi qu'il en soit, l'incident a jeté un effroi. Charette lui-même est profondément bouleversé. Il est triste pendant tout le banquet donné chez Madame Gagné, à l'hôtel de la Vieille-Estreux. Il l'est encore au théâtre Gralin, au bal donné par la municipalité, puis à celui donné par M. Plumard des Rieux pour la bonne société nantaise. À un moment donné, dans une figure de contredanse, Charette se voit entourée par un cercle de danseuses charmantes. L'une d'elles s'enhardit à lui dire « Ah bien, général, vous voilà pris ». Il saute par-dessus le cordon des jolis bras des danseuses et se retournant moqueur, il dit « On ne prend pas si facilement Charette ». Cela sonne comme un avertissement. Il joue pourtant encore le jeu. Le 28 février, il est à la Société populaire. La Société populaire, où on a vu Péroret Carrier il n'y a pas si longtemps.
Il y prononce un discours qui n'est pas vraiment à l'honneur de la Révolution. Et puis il s'en va. La comédie a suffisamment duré. Il va accepter d'envoyer à la Convention, portée par M. de Béjar, 2 guidons fleur-de-lysée en signe de soumission officielle. Alors, on va crier au scandale. M. de Charette a livré ses étendards. Non, je vous rassure. Comme il le soulignera lui-même, il s'agit de 2 guidons de parade qui n'ont jamais vu le feu et qui ont été brodés exclusivement pour les célébrations de la journée. Ils n'ont qu'une valeur tout à fait superficielle. Le voilà de retour à Belleville. Le village est désert, les gars sont partis, il leur a dit de s'en aller. Ils sont allés s'occuper des travaux de printemps. Une partie des officiers et des Amazones en ont fait autant, à voir ce que l'on pouvait encore sauver et réparer chez eux. Charette va comprendre que les siens ont cru à la paix. Pour la première fois, il se dit que peut-être il a eu tort, lui qui n'avait jamais voulu voir là qu'une trêve. Mais cette trêve, combien de temps durera-t-elle? Dans quelques mois, lors de la pacification de 1796, à plus forte raison en 1800, lorsque les officiers chouans traiteront avec la République, sachant désormais à quoi s'en tenir, ils donneront leur parole avec l'intention de la reprendre, en sachant qu'elles n'ont aucune importance dans les circonstances présentes. Mais en février 1795, on n'en est pas encore là. Charette croit au prix de la parole donnée. Et il se demande comment il fera lorsque le débarquement des princes aura lieu pour se sortir de ce cul-de-sac. Le seul espoir que ce soit l'adversaire, le premier, à rompre la paix. De toute façon, il s'est fixé une date butoir, celle que Ruel lui a indiquée, le 13 juin. Le 13 juin, c'est la limite ultime pour la remise de Louis XVII et de sa sœur. Pendant ce temps-là, les négociateurs républicains n'ont pas perdu de temps. Les Pays-Bas, l'Espagne, la Prusse signent la paix. Ce sont des régiments entiers qui vont se libérer pour aller faire la guerre dans l'Ouest, écraser les Blancs et faire oublier la mascarade à laquelle on s'est cru obligé. On n'a plus de raison côté républicain de jouer la comédie. On n'a qu'une envie, pousser les Blancs à bout, à force de vexation, de sorte que ce soit eux les premiers à rompre la paix. Par des courriers saisis en Bretagne, l'on sait, dans les armées républicaines, l'on sait la préparation du débarquement émigré. L'on sait que c'est une affaire de semaines, dès les beaux jours. Il faut impérativement avoir suffisamment de troupes à ce moment-là pour rejeter les royalistes à la mer. Stofflet, lui, de son côté, toujours dans l'ignorance des clauses secrètes du traité, fait lire dans l'intégralité des paroisses vendéennes une proclamation condamnant ce qu'il appelle le lâche abandon de Charette et de ses divisionnaires et demandant aux combattants de le rejoindre comme étant désormais le seul chef légitime. Et Charette n'a toujours aucun moyen de se justifier. Ne prenons pas la chose à la légère. Souvenez-vous que pour des broutilles l'an dernier, Stofflet a envoyé M. de Marigny au peloton d'exécution. Charette est dans une situation délicate. Le 14 mars, Ruel est à Paris. Que va-t-il faire à la tribune de la Convention? Eh bien, il va affirmer haut et fort qu'il n'y a eu aucune clause secrète au traité de la journée. Notez que le simple fait
qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de clause secrète, avec une façon d'admettre qu'elles existaient. Il va considérablement rassurer les 300 régicides présents dans l'Assemblée. Et pendant ce temps-là, à Belleville, Charette fait réparer la plus belle maison du bourg, il la fait repeindre, il la fait décorer, il se procure de beaux meubles. Ce n'est pas pour lui. Tout le monde le sait que ce n'est pas pour lui. Alors pour qui? Les gars, quand ils sont revenus, savent très bien à quoi s'en tenir. Ils commencent à chuchoter que si M. de Charette a fait la paix, c'est que le roi va bientôt être là. Et la pauvre maison de Belleville, il l'appelle le Palais Royal. Pendant ce temps-là, le 20 avril, à la Mabilée, aux portes de Rennes, Cormatin s'est offert son propre petit traité, ce qui lui a permis de faire sa propre entrée triomphale à Rennes. Le 9 mai, à Saint-Florent, Stofflet, totalement isolé, est à son tour obligé de signer la pacification. Cette pacification a au moins cet avantage que les officiers royalistes sont libres d'aller et venir comme bon leur semble, sous prétexte, bien entendu, d'aider à ramener la concorde nationale. C'est ainsi qu'un jour de mai 1795 arrive à Belleville Monsieur de Frotté. Monsieur de Frotté qui a bien l'intention de soulever la Normandie, c'est pour ça qu'il est venu, qui va parler à Charette, qui va lui demander des conseils. Charette va lui parler à lui, il va lui avouer les clauses secrètes. Il va parler de Louis XVII et de sa prochaine arrivée. Et Frotté, qui sait à quoi s'en tenir, « Ah, monsieur, vous vous sacrifieriez en vain pour un pauvre enfant qui n'a pas 3 mois à vivre », il va le répéter à Charette, qui à ce moment-là, foudroyé, comprend qu'il a été ignominieusement dupé. Si, dans son entourage, faute de connaître les promesses républicaines, on a cru qu'il avait rendu les armes, paradoxalement, à Londres et à Vérone, on l'admire de ce que l'on prend pour une ruse extraordinaire. Dans les milieux plus politiques, dans l'entourage des princes, on pense qu'il a bien fait, qu'il a gagné du temps avec habileté, qu'il s'est ménagé en vue du débarquement, de la préparation de l'arrivée des armées migrées. On va l'en féliciter. C'est le moment où Louis, le comte de Provence, va lui écrire cette lettre magnifique. Magnifique, c'est de l'eau bénite de cour, mais le pauvre Charette ne le sait pas. Où il l'appelle second fondateur de la monarchie. Imaginez, M. de Charette, à Belleville, ouvrant cette lettre du régent de France. Je voudrais être là pour vous saluer, vous serrer dans mes bras. Vous, le second fondateur de la monarchie. Pourquoi faire tourner la tête de n'importe qui? Mais, à côté de ça, une autre lettre prévenant que le débarquement ne se fera pas en Vendée, il se fera à Quiberon en Bretagne. Ça ne plaît pas du tout à Charette. Il est profondément désolé, et il faut toujours et encore gagner du temps. Où qu'ait lieu le débarquement, il faudra le soutenir. Mais il est inquiet. Nous sommes déjà début juin. Il n'a plus de nouvelles de Ruelle. Quand, comment, dans quelles circonstances va-t-on lui ramener l'enfant roi? Il demande à Ruelle de venir le voir. Il s'entretient avec lui. Ruelle lui ment une fois de plus. C'est un peu compliqué, l'enfant est en mauvaise santé, il faut pouvoir organiser les choses, c'est une sortie clandestine, rien ne peut être officiel avant que l'enfant ait gagné Belleville. Malgré les avertissements de Frotté, Charette y croit encore, il veut espérer contre toute espérance. Il a tellement sacrifié pour sauver cet enfant.
Le 8 juin, Louis XVII meurt à la prison du Temple. Charette l'apprendra 11 jours plus tard, le 19 juin. Ruel, très soulagé, lui fait envoyer des courriers. Charette prend le pli que lui remet l'officier républicain, il l'ouvre, il lit, devient blanc comme un linge, il se retourne vers ses officiers. Il dit simplement, « Messieurs, la guerre recommence. » Voilà comment, le 19 juin 1795, se termine la comédie de l'Amabilité, comédie dont Charette fut sans doute la dupe, mais une dupe grandiose dont on ne peut qu'admirer l'extraordinaire dévouement, l'abnégation et la loyauté envers son prince. Il eût incontestablement mérité mieux que cette sinistre comédie. S'il y a des questions, profitez-en, c'est le moment. Une question, félicitations pour votre magnifique et très émouvante conférence. Une question de curiosité. Vous avez évoqué la mort du fils de Charette, fils de 4 ans. Connaît-on le lieu de sépulture de cet enfant? J'avoue que personnellement, moi, je n'en ai pas retrouvé de traces. On sait qu'il est mort pendant l'hiver 94, probablement de dénutrition et de conditions de vie difficiles qui étaient celles à Nantes à l'époque. Probablement aussi du fait que la mortalité infantile restait extrêmement forte. Mais je ne pense pas que Charette lui-même ait jamais su où son fils avait été enterré. Comme il n'a jamais revu sa femme, même lors de son passage à Nantes, ni en 95 au moment de la journée, ni au moment de son arrestation l'année suivante, Madame de Charette n'est jamais revenue voir son mari, elle a absolument refusé. Je pense qu'elle n'a jamais voulu lui dire où l'enfant avait été enterré. Est-ce que Mademoiselle de Charette le savait, elle? Est-ce qu'elle savait où son neveu avait été enterré? Vous savez aussi que, c'est un des détails sinistres qu'on oublie de l'histoire de la Révolution, c'est qu'à l'époque, on avait, sous prétexte que les cimetières dépendaient des paroisses et des églises, c'était des terres bénies, les cimetières avaient été systématiquement fermés. Donc, pendant toute la période de la terreur, on a cessé d'enterrer, même les gens morts de mort naturelle, on a cessé de les enterrer dans les cimetières normaux, et on les a déposés dans des fosses communes, qu'il est assez probable que l'enfant a été enterré dans les fosses communes nantaises, à Gigan ou ailleurs. Vous êtes au courant de la clause secrète? Il semble que l'abbé Renaud se soit rendu exprès à Montlévrier pour... Jusqu'à quel point, toute la question est là, jusqu'à quel point l'abbé Renaud avait-il le droit de lui parler de la clause secrète? Et le fait est qu'il est allé à Montlévrier pour l'inciter à revenir à la journée et d'accepter de signer. Mais que lui a dit exactement l'abbé Renaud? J'avoue que nous n'en savons rien. J'ai lu quelque part que Charette, dans sa dernière fuite, est passé dans cette noble maison-là, pour aller rejoindre l'abbé Renaud, qui était un curé de Mormaison. Alors ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, l'abbé Renaud n'a pas repris les armes, il avait accepté de... Quand je dis reprendre les armes, je n'entends pas que l'abbé Renaud se battait, je veux dire qu'il n'avait pas rejoint l'armée de Charette. Mais l'abbé Renaud, effectivement, était curé de Mormaison, et il semble, enfin Charette l'a soutenu, ça fait partie des pièces qu'il voulait faire déposer à son procès, ce qui n'aurait d'ailleurs absolument servi à rien, que le curé de Mormaison, c'est-à-dire l'abbé Renaud, était en effet en négociation avec les autorités républicaines au moment de son arrestation.
Alors, je pense que c'était vrai, mais qu'espérait-il? Il n'était absolument pas dupe à ce moment-là des promesses de Hoche. Il savait très bien que ça lui permettrait, dans le meilleur des cas, de gagner un tout petit peu de temps. Est-ce qu'il ne vous paraît pas tout de même surprenant que, après le mois de juin 1995, Charette, pour remobiliser la Vendée, s'il y avait vraiment cette clause secrète, ne l'ait pas dévoilée lui-même, officiellement, pour motiver l'ensemble des Vendéens qui, eux, à ce moment-là, ayant retrouvé la liberté du culte, étaient peut-être moins enclins à reprendre des armes. Je pense, si je connais un peu le caractère du personnage, qu'il a eu le sentiment intime et très violent d'avoir été profondément dupé. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'avait pas envie de rendre public sa naïveté et sa candeur. Je ne pense pas que c'était de bonne politique d'avouer qu'il avait traité à cause de Louis XVII, d'autant que Louis XVIII et les autorités anglaises pensaient qu'il avait agi avec une extrême habileté. Ça n'a peut-être pas été très efficace à ce moment-là d'admettre sa candeur, quelque noble qu'elle ait pu être. Quelle était la position de l'abbé Bernier? Mais l'abbé Bernier, de toute façon, sa position, c'est toujours de faire le contraire de ce que fait Charette. C'est un peu systématique avec lui. L'abbé Bernier, de toute façon, ce qui l'intéressera encore bien plus l'année suivante, c'est de réussir à tirer son épingle du jeu de la manière la plus efficace. L'abbé Bernier, il n'accepte de traiter que quand il peut en retirer lui-même un avantage personnel. C'est ce qu'on verra très nettement. On sait bien que l'arrestation de Stofflet est extrêmement suspecte. On ne saura jamais quel a été le rôle exact de l'abbé Bernier dans l'affaire. On peut quand même se poser des questions très déplaisantes. Il était une très rare personne à savoir où se trouverait Stofflet ce jour-là. Et c'est lui-même d'ailleurs qui avait fixé le lieu du rendez-vous. À la dernière minute, il ne s'est pas rendu. Ce qui oblige quand même à se poser des questions désagréables. Et on verra encore l'abbé Bernier à l'œuvre en 1799, au moment des pacifications, où il s'opposera violemment à Cadoudal, entre autres, et on le verra au moment de la négociation du Concordat. Donc Bernier, il ne pense qu'à ses intérêts personnels. Et en 1995, son intérêt personnel n'est pas de négocier. Surtout pas de laisser Charette tout à l'honneur de la chose. Est-ce que Louis XVII n'aurait pas été exfiltré par Robespierre avant et c'était un autre propos? On s'est énormément posé la question. Bon, j'avoue que moi-même, jusqu'à ces dernières années, j'étais à peu près persuadé que Louis XVII était mort en janvier 1994, au moment du départ de Simon. Bon, maintenant, je pense que les dernières analyses ADN ne laissent absolument aucun doute. Aussi, on préfère notre version. Mais je pense que malheureusement, l'enfant du Temple, on ne peut plus hésiter, c'est bien Louis XVII. Est-ce qu'on est vraiment sûr de l'analyse ADN sans être complotiste? Je pense véritablement que les dernières analyses ADN ne laissent plus place au doute. Très sincèrement, j'ai hésité très longtemps, mais là, les derniers rebondissements, à mon sens, ne laissent absolument aucune possibilité d'hésitation. C'était bien Louis XVII. Parce qu'il semblait qu'il était plus grand. L'enfant du cimetière Sainte-Marguerite était plus grand. Alors lui, c'est qu'il semble bien qu'on ait confondu, vous savez, on avait mal marqué la tombe. Le corps qu'on a exhumé au cimetière Sainte-Marguerite n'était probablement pas Louis XVII, tout simplement. Ni l'enfant du Temple, c'était un adolescent qu'on avait enterré à côté dans la tour. Quelles sont les preuves de la présence de Charette aux Tuileries 18? Écoutez, ça fait partie des choses qui sont difficilement vérifiables. Il a toujours dit qu'il s'est trouvé. Alors toute la question est de savoir si on peut se fier ou non à sa parole. Il semble bien que ce soit exact. D'autres officiers vendéens se sont souvenus d'y avoir rencontré. Il me semble que l'Escure et le Jacquemin reconnaissaient qu'il s'y trouvait lui-même. Vous avez parlé des réseaux d'information clandestins avec Madame Gallier.
Ne peut-on pas rapprocher son rôle du rôle de Madame Morin de l'Herbaudière dans la prise de Noirmoutier, dans la délivrance de formation au Code Charette? Madame Morin de l'Herbaudière s'est contentée, je ne veux pas diminuer le rôle de Madame Morin de l'Herbaudière qui l'a payé de sa tête, mais Madame Morin de l'Herbaudière a donné des renseignements extrêmement utiles qui permettaient en effet à Charette de s'emparer de Noirmoutier. Ça représente quelques courriers très aventurés et très aventureux, elle prenait des risques considérables. Mais Madame Gagné a servi d'informatrice à Charette pendant près de 18 mois dans des conditions absolument insensées. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait vraiment pouvoir se plonger dans une étude de ces réseaux clandestins. Plus je me penche sur la question, plus je me rends compte qu'ils ont été gigantesques, il y en avait partout, qui concernaient un nombre invraisemblable de gens. Et il y a énormément d'affaires pour savoir jusqu'à quel point les officiers royalistes ont gardé des contacts à l'intérieur des villes, à quel point ils ont été renseignés. Mais Madame Gagné réussissait quand même à indiquer systématiquement à Charette les sorties de troupes, l'arrivée de régiments, le nombre d'hommes, la direction prise. Elle avait un système assez compliqué de 17, et je l'ai véritablement jubilé. Elle a pensé de la tête que ferait Stofflet le jour où Louis XVII serait à Belleville. C'est un avis personnel, mais c'est un personnage qui est quand même assez intriguant parce que il n'y a pas d'ouvrage en fait, qui existe sur le caractère de Charette en fait. On peut dire que c'est un personnage assez réservé et pour qui on peut avoir de la compassion puisque l'émotionnel a eu raison de lui finalement. Enfin, l'émotion par rapport à la compassion qu'il avait pour... Il est toujours très difficile à partir des documents que nous possédons, si on ne veut pas faire du roman, d'essayer d'entrer trop profondément dans la psychologie des gens. On peut déduire à partir d'un certain nombre de réactions, d'actes, de commentaires, mais il n'y a rien de plus difficile que les témoignages. Quand on prend par exemple Madame de la Roche-Jacquelin, qui reste, j'allais dire, la Bible, de voir à quel point on peut systématiquement réinterpréter certains de ces chapitres, à quel point il est difficile d'interpréter les rôles des uns et des autres, à quel point les témoins sont eux-mêmes influencés par leurs propres sentiments, par leurs propres réactions, leurs propres souvenirs. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai découvert péniblement le jour où je me suis mise à l'histoire contemporaine, c'est qu'il n'y a rien de pire que la mémoire. Quand vous écrivez 20, 30, 40 ans après les faits, même 5 ou 6 ans après, et même 3 heures après, vous êtes épouvantablement trompé par votre mémoire. Je me suis rendu compte en travaillant sur des témoignages contemporains que les gens en toute bonne foi pouvaient totalement se tromper de dates, de faits, interpréter de travers les événements. C'est encore plus vrai quand on recule dans le passé. Donc, je suis obligée de dire une chose douloureuse, c'est que l'histoire n'est pas une science exacte. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste ce plaisir à remercier à nouveau Anne Belmel pour cette brillante intervention dans ces lieux